Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Salut Anouk, coucou, bienvenue Bonjour les sur le filles. podcast. Merci beaucoup d'accepter de faire ce podcast avec nous. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter un petit peu Dijon? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Anouk, j'ai 30 ans et je suis la cofondatrice de Dijo, qui est la première solution en France dédiée au bien-être du ventre. Donc aujourd'hui, on a une gamme de 13 compléments alimentaires et notamment de probiotiques qui permettent de prendre soin de son ventre. Excellent. Et du coup, vous avez lancé ça en quelle année? En 2019, si je dis pas de bêtises? Oui, ça fait 4 ans qu'on existe et pour la petite histoire de Dijo, l'idée est venue suite à des problèmes de santé que j'ai rencontrés plus jeune. Où justement prendre soin de mon ventre, ça m'a vraiment aidé à aller mieux et à mieux vivre avec ma pathologie et avec mon traitement médical. Et avec Lisa, on est amis d'enfance et on a vraiment décidé de redonner au ventre toute l'attention qu'il mérite parce que c'est le pilier de notre santé. Et donc il y a 4 ans, on n'est pas médecin ni l'une ni l'autre, mais on a voulu créer les probiotiques de la meilleure qualité possible. À l'époque, on n'avait pas d'argent, mais beaucoup de temps à tuer. Et donc, on a commencé à documenter notre histoire sur les réseaux sociaux, rassembler une communauté, parce qu'en fait, quand on a commencé à parler du ventre sur les réseaux, on s'est vite rendu compte que c'était un sujet super tabou, mais que les gens étaient tous concernés. Donc, on a vite eu pas mal d'engouement. Et ensuite, on a fait vraiment pas mal de benchmarks, de laboratoires, de processus de fabrication. On a rencontré beaucoup d'experts santé qui ont accepté de nous donner un petit coup de main dans notre mission. Et quand on a réussi à développer la cure qu'on souhaitait de probiotiques avec les standards de qualité plus élevés, là, il a fallu payer la première production. Et donc, on a fait une campagne de crowdfunding sur Ulule pour lancer notre financement. Donc, voilà comment Dijo est né en 2019. Génial. Et du coup, tu te dis justement que quand vous avez démarré, il y avait pas, il y avait pas d'argent. Il y avait une vraie envie de trouver une solution, mais il n'y avait pas d'argent. Donc, comment est-ce que vous êtes prise pour du coup démarcher les premiers labos et travailler avec des personnes sans avoir encore de moyens financiers? Du coup, comment ça s'est passé? Alors, on a négocié au maxi. En fait, on leur a pas dit en frontal qu'on n'avait pas d'argent, mais on a fait comme si on était un client normal. On leur a expliqué les critères de qualité qu'on souhaitait, donc le nombre de souches, la quantité de bactéries à l'intérieur des gélules, qui sont des critères très spécifiques, que les probiotiques sont des micro-organismes vivants. Et si ça correspondait à nos critères, on disait, là, le labo qu'on avait sélectionné, on leur a dit, voilà, en toute transparence, on n'a pas d'argent. Mais on va faire une campagne sur les réseaux sociaux parce qu'on commence à avoir rassemblé une communauté autour de cette problématique du ventre. Et dans 1 mois, on vous dira si on peut vous payer ou non. Et du coup, ils avaient accepté de patienter 1 mois pour lancer la prod. Très sympa. Et en plus, c'est toujours notre partenaire historique aujourd'hui. Donc, 4 ans plus tard, on est super contents de continuer à collaborer avec eux. Et du coup, on a fait cette campagne Ulule, donc la plateforme de crowdfunding, en échange de précommande. On n'a pas cédé de capital de l'entreprise. Voilà, on a juste fait précommander les produits en expliquant les bienfaits, pourquoi on était innovant sur le marché. Et du coup, on a réussi à vendre encore plus de cures que ce qu'on avait imaginé. Et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Et ensuite, on a tout fait avec les moyens du bord, donc le site internet nous-mêmes en regardant des tutos sur YouTube, les photos du site internet avec nos iPhones, des packaging, on prenait des solutions toutes faites. On avait fait sur Packhelp, je crois, la première fois, et tous nos flyers sur Vistaprint. Enfin, voilà. Des choses un peu standards qui nécessitent pas de travailler avec un directeur artistique ni un graphiste. Et pour la petite histoire, l'identité visuelle de Dijon, c'est noir et blanc parce que ça coûtait moins cher de faire les étiquettes en blanc. Ah ouais, je me posais la question justement parce que d'habitude on voit pas mal de verres, pas mal de trucs comme ça, mais ok, ça fait sens d'avoir choisi ça pour cette raison, c'est malin. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, tout le monde nous dit j'adore le noir et blanc, c'est hyper épuré, c'est mixte. Alors si les gens
savait l'origine de cette décision, mais du coup, aujourd'hui, on est contente d'avoir regardé ce côté purée. Bah oui. Secret révélé maintenant. Exactement. Maintenant, on le sait, c'est parce que c'était plus moins cher. Mais du coup, justement, tu parlais de crowdfunding et du fait que, enfin, vous avez tout fait en mode hyper lean en fait, ce qui est génial. Est-ce que tu penses que vous auriez pu le faire si vous aviez pas la communauté de base, ou si vous aviez pas de votre côté certaines compétences de base, ou tu penses que c'est quand même assez accessible juste avec un peu de volonté, un peu de recherche sur YouTube, etc. Non, bah effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre à l'ère des réseaux sociaux et c'est indispensable pour aujourd'hui lancer une entreprise B2C, donc qui s'adresse au consumer directement, et B2B aussi, ça commence à devenir nécessaire. Mais et aussi parce que c'est un moyen d'émerger gratuitement, même si on n'avait pas les moyens de faire de la pub, d'être présente en pharmacie. Bah, grâce aux réseaux sociaux, on a créé cette notoriété, même cette légitimité, puisqu'on prenait la parole en tant qu'expert du ventre, ce qui n'existait pas sur Instagram quand on s'est lancé. On faisait plein enfin pas de live, mais au début pas de live, mais c'est arrivé un an après quand les lives sont sortis sur Instagram. On a fait plein de lives avec des experts santé, des médecins, des naturopathes. Et donc ça a créé vraiment la crédibilité du projet. Et du coup, on a pris cette place qui était à prendre en fait que personne ne prenait, et sans demander l'autorisation à personne. Et ça, c'est un peu la magie des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est que justement, on peut se positionner en faisant du travail de qualité. Bah, normalement, les gens viennent, qui sont intéressés si on propose une solution qui intéresse les gens. Les gens vont commencer à nous suivre. Nous, ils nous suivent pour tous les conseils sur l'alimentation, sur comment être ballonné, comment se sentir bien dans son ventre. On explique aussi que tout vient de la santé du ventre, l'immunité, les humeurs, comment ça peut jouer pour se sentir mieux grâce à son ventre. Et du coup, ça nous a permis vraiment de créer de la notoriété, de faire rapidement du chiffre d'affaires sans dépenser en publicité, en fait. Et c'est super important parce que très rapidement, on est rentable. Et du coup, on essaie de le mettre à bord. 4 ans plus tard, on est encore autofinancé. On a fait des financements non dilutifs, on pourra en parler plus tard si vous voulez, mais on est toujours à 50-50 avec Lisa, on essaie de le mettre à bord et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est fou. Ouais, ça, quand vous avez fait cette première campagne, c'était une vraie volonté de rester toutes les deux vraiment maîtres de votre entreprise. Et c'est pour ça que vous avez proposé cette possibilité, cette alternative de faire des précommandes, mais de pas laisser rentrer les gens au capital. C'est vraiment une volonté, même sur du plus long terme, de rester maître de la structure, c'est ça? Bah, à ce moment-là, c'était le cas et pourtant, c'était l'époque de la grande mode des levées de fonds, un peu à tout va, on voyait tout le monde lever des millions à gauche, à droite. Nous, je pense qu'au départ, c'était un peu un syndrome de l'imposteur. On n'osait pas, on se disait on est deux femmes sans expérience, enfin deux jeunes femmes même. Et du coup, on n'avait pas ce réseau pour aller lever des fonds, donc ça nous a jamais paru très facile, très accessible, donc on l'a jamais fait. Mais bah, aujourd'hui, 4 ans après, on se dit que ça valait le coup de persévérer un peu à faire pas mal de trucs do it yourself et de galérer. On a livré les colis nous-mêmes en vélo. Enfin, ouais. Et bon, ça fait des bons souvenirs et c'est super formateur aussi. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, donc au début, bon, le do it yourself, c'est très bien, mais il y a quand même une montagne de choses à faire, surtout dans la boîte que vous avez lancée. Il y a tout cet aspect, créer la formule. Il y a tout un aspect un petit peu médical quand même, en tout cas nutrition, etc., que vous n'aviez pas forcément aussi. Il y a la logistique, donc il y a plein de choses comme ça. Comment est-ce que vous avez structuré tout, surtout au début, pour aller dire, ok, voici les démarches que je vais devoir faire et voici comment on va gérer tout ça à deux au début, en essayant quand même d'aller chercher de la croissance, mais en essayant pas de se brûler les ailes non plus. Comment vous avez structuré tout ça? Alors la première année, c'était assez dur et franchement, on a eu un rythme hyper soutenu, en toute transparence. On travaillait 7 jours sur 7, il n'y avait pas trop de... De toute façon, on gagnait pas d'argent, donc il fallait absolument... on s'était donné 1 an pour réussir à se payer. Donc effectivement, on ne s'est pas posé la question. Enfin, on travaille tous les jours à fond. L'organisation, après, c'est bien s'entourer et bien différencier les pôles. Nous, on n'a jamais été médecin. En revanche, on a vite structuré ça en ayant vraiment une formation tripartite, mais on avait en consultant des experts santé. On avait un cabinet d'experts en PhD qui faisait un état de l'art de tout ce qui se faisait dans le monde de la recherche scientifique. Et on avait notre laboratoire qui ont aussi des pharmaciens en interne qui ont un regard critique sur les formulations. Et donc on avait 3 avis différents qu'on confrontait et du coup qui nous permettaient nous d'aller chercher vraiment toutes les innovations sur le ventre, comprendre que le foie ça a aussi un enjeu sur l'équilibre du microbiote, l'enjeu de l'acidité au niveau intestinal.
Du coup, on est très vite devenus experts du ventre nous-mêmes. Ensuite, pour la logistique, ça, malheureusement, c'était incompressible et je pense qu'on l'a fait un peu trop longtemps. Dès qu'il y a des tâches à faible valeur ajoutée, il faut les déléguer. Et effectivement, nous, on a peut-être poussé le bouchon un peu loin parce qu'à la fin, avant qu'on délègue la logistique, franchement, on faisait des colis de 9h du matin à 18h et à 18h, on ouvrait notre ordi, quoi. Et donc là, c'était pas très stratégique pour le développement de la boîte. Mais bon, ça, c'était une petite erreur de parcours, mais maintenant, on l'a bien gardé, on l'a bien imprimé. Et dès qu'on a une tâche, c'est vraiment la force d'un bon entrepreneur, c'est d'être intransigeant sur ne pas faire de tâches à faible valeur ajoutée. Il faut que chaque minute de son temps dans sa journée soit sur un projet qui fait avancer à fond l'entreprise, quoi. On dit souvent la règle des 3 tâches. Il faut se lever le matin, se dire quelles sont les 3 tâches que je dois absolument faire dans ma journée qui vont être stratégiques pour le développement de la boîte, parce que plus ça grandit, plus on est pris par des sujets opérationnels, urgents, qui n'ont aucune valeur ajoutée, mais qui prennent quand même de la bande passante et du temps. Et on se réveille à 19h le soir et on se dit, j'ai pas le temps de faire mes grands chantiers très importants. Ouais. Et vous arrivez vous arrivez maintenant avec le recul un petit peu à le faire, à vous y tenir à ça, ou est-ce qu'il y a toujours des moments où vous êtes un peu dépassé et où vous continuez à faire des choses qui sont pas forcément à haute valeur ajoutée, on va dire? Forcément, on se laisse toujours un peu déborder parce qu'on apprend tous les jours à faire des nouvelles choses qu'on ne sait pas faire. Enfin, là, on regarde pour aller en pharmacie, donc c'est un autre métier d'aller en pharmacie. Pour l'international, c'est un autre métier aussi. Donc, il y a toujours des moments où il faut accepter de découvrir et de prendre un peu plus de temps que si on était expert, mais c'est toujours aller trouver la bascule pour se dire, là, c'est bon, j'ai passé le temps, maintenant, je l'optimise, ça. Mais effectivement, ça nous arrive encore aujourd'hui et c'est important parfois de prendre du temps aussi en retrait de l'opérationnel. Ça nous arrive avec Lisa de prendre 2-3 jours complètement coupés de nos mails, juste de faire de l'organisation pour optimiser nos journées. Par exemple, on prend jamais de rendez-vous le matin parce que le matin, on produit et on est dédié à nos équipes. Et donc, on fait plutôt l'après-midi des calls externes avec les prestataires et tout. Il y a des gens, ils font tout sur une journée et ils se gardent des journées sans rendez-vous. Enfin, c'est assez personnel, mais chacun doit trouver un peu son orga. Et il faut vraiment être intransigeant sur la valeur de son temps. En fait, c'est hyper important de se dire, mon temps, ça vaut de l'argent, du développement stratégique. Donc, faut pas le donner. Moi, j'ai connu ça aussi à un moment où on me demandait beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat. Et au début, je disais oui à tout le monde parce que je trouve ça super de pouvoir repartager. Nous, on est parti de zéro, donc c'est important de partager. En fait, ça finissait par me prendre 3 heures par jour, quoi. Donc, sinon, j'ai plus de vie pro, plus de vie perso. Donc, faut savoir faire le tri, faut apprendre à dire non. C'est super dur. Mais surtout, parfois, les gens, ils sont pas très contents. Enfin, ils le prennent personnellement, en mode c'est pas sympa. Ils ont du mal à comprendre. Jugent. Voilà. Donc, maintenant, j'essaie plutôt de faire des podcasts. Je fais de la transmission de ce savoir et de partage d'expérience. Mais effectivement, c'est pas toujours facile de faire cet arbitrage, malheureusement. Nous, on fait très peu de rendez-vous à l'extérieur de nos bureaux, par exemple, parce que aller en rendez-vous quelque part, ça prend beaucoup de temps entre l'aller et le retour. Il y a toujours un petit décalage, on attend 10 minutes avant que la personne ne prenne rendez-vous. Et du coup, ça, maintenant, on a mis longtemps à avoir nos propres bureaux, parce que pendant longtemps, on a été dans nos mini-salons. Et le jour où on a eu les moyens, on a pris un bureau en plein centre de Paris. Et on a dit, les gens, maintenant, ils viendront à nous s'ils veulent nous voir et on se déplacera plus. Ouais, c'est vrai que ça, c'est super, super important. Il faut pouvoir mettre des barrières, quoi, des limites et dire, voici, ça, j'ai besoin de faire ça, c'est primordial pour ma boîte. Et donc, tout ce qui sert pas à la croissance, ça pourra attendre quand tu seras à la retraite et que tu auras le temps de donner des conseils. Mais, non, puis, l'entrepreneuriat, c'est hyper exigeant. C'est fatigant, ça prend beaucoup de place sur la vie perso parce qu'on est quand même toujours un peu en train de penser à son projet. Mais du coup, il faut quand même avoir un rythme qui permette de tenir sur le long terme. Il y a pas, en tout cas, Lisa et moi, on pourrait pas travailler 12 heures par jour et se dire, on prévoit de faire ça pendant 10 ans. Alors qu'on a vraiment envie de faire notre boîte pendant 10 ans. Du coup, il faut quand même avoir un bon équilibre, vie pro, vie perso, avoir des moments pour soi, pour baisser un peu la pression. Et du coup, si on commence à accumuler plein de petits trucs comme ça et répondre oui à toutes les sollicitations, on peut vite être cramé et pas tenir sur le long terme.
Voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et du coup, bon, là, j'imagine que maintenant, vous devez avoir quand même énormément de sollicitations parce que la boîte, elle a pris beaucoup d'ampleur. Vous êtes aussi passé sur Qui veut être mon associé. Donc, j'imagine qu'au niveau médiatique, ça a dû être un tremplin de dingue. Mais du coup, avant ce tremplin-là, comment est-ce que vous arriviez justement parce que je pense que vous étiez plus dans une démarche de je vais aller chercher justement les médias, ou je vais aller chercher de la visibilité, de la notoriété. Comment vous y preniez avant? Est-ce que c'était vraiment que sur les réseaux ou est-ce que vous avez fait une démarche autre pour essayer de gagner en visibilité? Ouais, c'est que les réseaux. En fait, on est notre propre média. Et en plus, on a la main Ok. sur ce qu'on dit, on perd pas de temps. Enfin, en fait, il vaut mieux devenir un gros média soi-même et après, du coup, intéresser naturellement les journalistes, la télé. Mm. Mais aller chercher des sollicitations quand on est... Ou alors, faut faire une levée de fonds, faire un unique, avoir un beau chiffre d'affaires déjà. Mais en tout cas, nous, on a procédé comme ça, hein. Il y a plein de manières d'arriver à son objectif. Mais nous, on s'est toujours vraiment concentré sur grandir notre communauté. On s'est dit, bah, quand on aura une taille critique, les gens s'intéresseront à nous et c'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est Très, vraiment très bonne grâce aux démarche. réseaux sociaux qu'on a été référencés chez nos premiers distributeurs, qu'on est rentré chez Monoprix, au Galeries Lafayette. Enfin, on n'avait jamais fait aucune démarche autre que Instagram. À l'époque, on était vraiment, en plus mono réseaux sociaux. On était que Ouais. sur Instagram. C'est fou la puissance des réseaux quand même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'était quelque chose que vous avez vite départagé entre vous. C'est par exemple, c'est que toi qui faisais les réseaux ou c'est que ton associé qui faisait les réseaux ou non, vraiment, vous étiez à deux dessus. Et pareil, à partir de quel moment est-ce que vous avez délégué cette partie-là? Alors, pas du tout, on se répartit pas les tâches. On fait tout ensemble. Ok. C'est C'est très vrai? particulier. Ah ouais. Mais nous, on a une philosophie que personne ne doit être enfin, personne doit être indispensable au projet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être interchangeable sur tous les domaines de la boîte, Mhm. soit la R&D, la logistique, le site internet, le social media. Et du coup, alors évidemment, il y en a à chaque fois une qui va prendre un petit peu la responsabilité de suivre le chantier, d'être la personne qui répond aux emails et tout. Mais en général, on suit à deux. Alors, il y a des gens qui diront que c'est une perte d'efficacité. Après, ça permet aussi, s'il y en a une qui veut partir en congé maternité ou une qui veut partir en voyage pendant 3 semaines, elle peut partir à l'esprit léger. Mhm. Et parce que nous, on aime bien cet aspect 360 de l'entrepreneuriat. On voit un peu de tout. Franchement, on a fait les mêmes parcours scolaires avec Lisa. Juste, on a des tempéraments qui sont assez complémentaires. Et du coup, on aime bien travailler comme ça. Donc, on n'a pas envie de changer ça. Et les réseaux sociaux, on les a fait très longtemps nous-mêmes. On les a fait 2 ans et demi nous-mêmes. Et là, on a délégué depuis 1 an et demi. Mais on est encore La main très dessus. présente sur la gestion du compte. Il n'y a pas de... Après, il y a des gens pour qui ça coûte peu de le faire. Nous, à un moment, on voulait plus penser à poster. C'est quand même une charge mentale de se dire à 16h, à 18h, faut que je poste. En plus, il y a Ouais. plein de trucs qui se programment. Les stories, ça se programme pas. Donc, on avait envie de prendre un peu de recul là-dessus, nous. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que nous aussi, c'est une partie qui... En fait, c'est la partie qui prend le plus de temps, quoi. Donc, je comprends qu'à un moment Ouais. donné, Ouais. Enfin, comme tu dis, ça a de la valeur parce que c'est ton image, mais de passer ton temps à poster, tu fais pas autre chose, quoi. Mm-mm. Et Mm. le reste de l'équipe, du coup, enfin, est-ce que c'est la première chose que vous avez déléguée? Non, il me semble que c'est au niveau de la logistique que vous avez délégué en premier, non, cette partie-là? Ouais, c'est tout ce qui est la partie administrative, logistique, gestion des colis, des relations fournisseurs, des palettes. C'est ça qu'on a délégué. La facturation aussi, qui prend beaucoup de temps. Ça, c'est le premier Ouais. poste qu'on a internalisé. Et Mhm. ensuite, on a eu l'arrivée de 2 CDI d'un coup, un CDI social media manager et une diététicienne en interne pour Ok. apprendre ce pôle R&D. Du coup, dans les 3 piliers qu'on a, on a le labo, le cabinet de PhD et maintenant en interne de diététicienne. Ok. Et pourquoi Et aujourd'hui, on est ce... 7. Ah oui, ok. C'est une Donc, belle équipe. ouais, ça fait pas mal de monde. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces postes-là en premier? Et comment vous avez géré aussi le recrutement? Parce que je sais pas si toutes les deux, vous aviez déjà recruté du monde avant, mais c'est pas une tâche facile non plus de recruter quand on l'a jamais fait. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça? Non, effectivement, c'est pas une tâche facile. Moi, je l'avais jamais fait en plus parce que Dijon, c'est ma première expérience professionnelle. Je suis sortie de l'école, j'ai fait Dijon. En plus, Donc, Génial. ah ouais. effectivement,
J'avais pas ce recul. C'est aujourd'hui, tous les gens qui sont en poste chez nous, c'est des candidatures spontanées. Ok. Donc, c'est des gens qui ont postulé, super fit. Donc, on reste super ouvert, nous, à toutes les candidatures spontanées parce que on était une petite entreprise. Donc, quand on met des annonces, en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent, de toute façon. Donc, on était plutôt concentrés sur le fait de prendre des profils assez juniors et nous de les faire progresser. Parce qu'au début d'une entreprise, c'est assez dur quand on n'a pas levé de fonds d'attirer des talents. Et aujourd'hui, la tendance commence un petit peu à s'inverser parce qu'on a plus de notoriété, on est passé à la télé, on a plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ça commence à changer un peu. Ouais, ok. Et du coup, donc vous n'avez pas forcément de poste défini et vous dites, ok, on va chercher cette personne. C'est la personne, elle vous tombe, elle vous contacte et puis vous dites, ok, je garde son profil pour un jour viendra où j'aurai besoin de ce genre de profil. Ouais, alors nous, on cherche surtout, au début dans l'entrepreneuriat, il faut des profils très couteau suisse, hein, qui ont un peu une appétence pour tout, qui ont envie d'apprendre, qui sont assez polyvalents, qui ont envie de se mettre sur plein de sujets, d'apprendre plein de choses. Et c'est sûr qu'il faut pas chercher un truc très structuré avec une mission précise parce que ça, en start-up, c'est pas le cas, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, il faut quelqu'un de dynamique, qui est curieux et qui veut qui a envie d'apprendre, tout quoi. ça, ouais, absolument. Et du coup, tu disais, oui. Ce qu'on cherchait en premier, c'était un fit avec le projet. Parce qu'on parle quand même de problèmes de ventre, ballonnement, transit toute la journée, donc il faut être un minimum touché par le domaine pour avoir envie de faire ça tous les jours. Ouais. Oui, c'est sûr. L'amour. Après, vous l'avez rendu glamour quand même, je trouve. Ouais, c'est vrai que quand tu parles de ballonnement, ok, mais quand tu vas voir Dijon et je trouve que l'image de la marque le rend hyper glamour quand même. Donc là, vous avez quand même réussi un truc plutôt cool. C'est clair. Et du coup, tu disais que c'est ta première expérience professionnelle, du coup. Est-ce que t'as eu des doutes quand tu t'es lancée comme ça? Est-ce que t'as eu un peu ce syndrome de l'imposteur de te dire, mais je vais me lancer dans une entreprise et j'ai pas d'autre expérience professionnelle à côté? Comment ça s'est passé? Parce qu'on a beaucoup de personnes aussi qui nous suivent, qui sont encore étudiants ou qui sont en train de chercher un poste et qui peuvent être dans cette situation-là d'avoir peur de se lancer, quoi, sur un premier projet direct. Ouais, je trouve ça trop bien quand on est étudiant parce qu'on n'a rien à perdre. On n'est pas habitué à un salaire, on n'est pas habitué à un niveau de vie. Donc nous, on s'était donné 1 an. Lisa, elle avait déjà travaillé, elle est un peu plus âgée que moi, elle avait déjà travaillé 3 ans, mais elle avait une rupture conventionnelle dans sa boîte et c'est du coup un bon concours de circonstances qu'on se retrouvait à ce moment-là. Ouais. On m'a dit, sa boîte venait d'être rachetée par un grand groupe, et du coup, elle avait une rupture conventionnelle. Mais c'est le meilleur moment parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est une expérience qui se revend super bien en entretien. Donc, rien à perdre de se dire, je vais me donner 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, le temps qu'on peut se permettre. Parce que parfois, en général, on n'a pas de ressources financières. J'ai gagné le RSA pendant un petit moment, c'était pas non plus la joie. Donc voilà, il faut être prêt à faire ce sacrifice, mais après, ça se revend trop bien. Et de toute façon, l'entrepreneuriat, ça prend pas sur les bancs de l'école. Donc, non. Faut juste se dire, et personne n'a la bonne idée. Souvent, les gens me disent, j'attends d'avoir la bonne idée pour me lancer. C'est en itérant, en parlant un maximum avec sa cible, en comprenant vraiment le besoin, qu'on développe la solution. Mais en général, on se réveille pas un matin en disant, ça y est, j'ai une idée de génie, de business qui va faire des millions plus tard. Ça se passe pas du tout comme ça. Et en général, l'entreprise qu'on imagine au départ, 3 ans après, ça ressemble pas trop à ça, la réalité. Et donc, faut pas attendre d'avoir la bonne idée. Il vaut mieux se lancer, commencer à identifier un segment, un segment vraiment précis de pain ou de domaine d'expertise, un truc qu'ils ont identifié comme un besoin, et après de construire la solution autour. Ouais, absolument, c'est super important quand même. C'est vrai que ouais, il faut y aller, il faut pas avoir peur, et puis au pire, on pivote. Je crois que c'est Greta Van Riel qui disait ça. Si t'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu t'es lancé trop tard. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que tu testes, tu vois, tu adaptes, et puis tu finiras par trouver le truc qui marche. Et puis si ça plante, comme tu dis, ça se revend super bien en entretien, ou alors tu peux l'utiliser pour remonter autre chose, quelque chose qui sera encore mieux que l'idée initiale. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de... Ouais, tu parlais un point, mais effectivement, en fait, quand tu te lances,
tout le monde va te dire il n'y a pas de place pour le faire. Enfin, si t'es un peu disruptif, les gens qui ont un système de pensée classique, nous, tout le monde nous disait que les probiotiques, ça existe déjà en pharmacie, c'est très concurrentiel. Il y a des laboratoires qui dépensent des millions en publicité en pharmacie pour vendre les produits. Comment vous les concurrencez? Bon, 4 ans plus tard, la preuve que si, c'est possible. Donc, à un moment, il faut aussi un peu pas voir tous les conseils qu'on donne autour, pas voir l'ordre établi, parce que sinon, on se lance jamais, en fait. Ouais, c'est clair. Et vous avez eu justement des personnes, enfin, justement, que vous êtes allé voir pour leur expérience et qui vous ont déconseillé de vous lancer là-dedans, ou non, franchement, vous avez été relativement bien soutenu par les personnes autour de vous, proches de vous, à qui vous avez parlé de cette idée? Ah ouais, franchement, plein. Enfin, au début, tout le monde nous disait que c'était des débiles, quoi. C'est fou, ça. Enfin, à un moment, faut avoir un peu quand même un tempérament de punk, quoi, pour se dire je m'en fiche, je veux y aller, j'y crois et je vais montrer que ça marche. Et quand ça commence à faire du chiffre d'affaires, les gens disent ah oui, effectivement, ça marche, j'aurais pas dit. Et d'ailleurs, moi, j'ai un pharmacien dans mon entourage proche qui me disait ça marchera jamais, et là qui m'a dit cette année, je me souviens quand je te dis que ça marchera jamais, et aujourd'hui ça marche, bravo. Les gens, faut pas les juger personnellement pour ça. C'est juste que c'est leur référentiel, il est comme ça, et donc ils ont l'impression de donner un conseil pertinent. Mais après, c'est à chacun de faire son choix. Ouais, c'est clair. Oui, bon, souvent ça part d'un bon fond, mais c'est bienveillant, mais c'est maladroit, quoi. Ouais, ils projettent leur peur sur toi et. Après, faut savoir qu'il faut faire attention à des basiques. Je vois beaucoup de personnes qui partent avec des business models dans lesquels ils prévoient pas de se rémunérer, ils calculent pas combien ça coûte d'avoir un salaire chargé. Donc, faut quand même avoir toujours une perspective de rentabilité, de croissance. Donc ça, c'est sûr que c'est des fondamentaux. Et se lancer à l'aveugle sans se poser cette question, ça, pour le coup, c'est bête. Mais l'idée en soi, l'idée, c'est 1% de la réussite du projet, vraiment. Ouais, c'est clair. Après, c'est comment tu l'exécutes et comment tu travailles pour, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de... Enfin, pas de levée de fonds, mais justement, vous avez fait rentrer des personnes un petit peu, je crois, dans l'entreprise, mais sans céder des parts. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Non, c'est pas ça? J'ai mal compris. Non, on a juste fait ça, c'est Ulule. Et après, on a fait du financement non dilutif. Donc ça, c'est de la dette. Donc, c'est soit de la dette via la BPI, soit de la dette bancaire classique, soit du prêt d'honneur. Voilà, il y a plusieurs manières. Et du coup, c'est des solutions de financement qui sont très intéressantes et qui permettent de passer de capital. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent aller lever parce que c'est vachement repris dans les médias. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que vous avez fait, une de ces options-là? Ouais, on a fait les 3. On a fait un prêt d'honneur chacune. Auprès il y a les réseaux initiatives et les réseaux entreprendre qui permettent d'avoir des prêts d'honneur. Ensuite, on a fait un prêt bancaire classique avec la caisse d'épargne de 100 000 euros. Et l'année dernière, on a eu un prêt innovation BPI. Alors, les prêts BPI, c'est un peu spécifique parce que il faut avoir beaucoup de capitaux propres. Parce que ils mettent en prêt innovation l'équivalent de ce qu'on a en capitaux propres. C'est pour ça que nous, on a dû attendre de faire du chiffre d'affaires, des exercices rentables pour mettre l'argent en capitaux propres et du coup aller chercher, abonder en dette l'équivalent de ce qu'on avait mis en capitaux propres. Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que vous avez procédé de cette façon-là? C'est parce que vous aviez aussi besoin de fonds pour continuer à alimenter un petit peu la croissance, c'est ça? Ou c'était quoi la démarche derrière ça? Oui, il faut investir. Alors la première fois, les prêts d'honneur, on a fait les prêts d'honneur et le prêt bancaire classique pour élargir notre gamme, pour financer la R&D et financer la prod. Et l'année dernière, on a fait notre prêt BPI Innovation parce qu'on a développé un diagnostic personnalisé en ligne. On a étoffé l'équipe avec des experts santé. Du coup, on avait besoin de fonds pour investir dans la croissance. Ok. Et du coup, justement, c'est quoi les objectifs, tu dirais, et les gros pôles dans lesquels vous allez investir dans les mois, dans les années à venir? Est-ce que ça reste sur cette thématique-là, plus de produits, plus de personnalisation auprès des clients, plus d'experts dans votre équipe?
Ouais, devenir omnicanal. Là, aujourd'hui, on fait 95% de notre chiffre d'affaires en ligne. Donc là, c'est vraiment diversifier les canaux de distribution. C'est un gros enjeu. Aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux en interne, donc c'est peut-être un peu accéléré sur la partie commerciale, du coup, qui va avec le déploiement vente physique, et notamment en pharmacie et après l'international. Ok. Ouais, c'est des gros enjeux, quoi. Et du coup, pour se développer dans ces domaines-là, est-ce que vous êtes accompagné ou pareil, ça reste toi et Lisa sur le tas, vous apprenez, vous rencontrez du monde et vous appliquez au quotidien? Bah, pour l'instant, c'est toujours Lisa et moi. Après, on se fait accompagner par on prend soit des consultants qui sont experts dans le domaine, qui nous accompagnent à un moment. On sollicite beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont passés par là pour leur demander leurs conseils, leurs tips. Et voilà, après, l'essentiel, c'est d'avoir le budget à investir. Donc, chaque année, on se dit, bon, bah là, une partie du cash qu'on dégage grâce à nos ventes, on veut le garder pour ce projet à terme. Voilà. Ok. Ouais, super important de structurer quand même De les budgétiser petits échelons aussi. et de se faire accompagner, en tout cas, aider, conseiller par des personnes Qui sont expertes, sur- qui sont passées par là, c'est super important. Très, très bien. Bah, ça fait gagner du temps en général. Ouais, c'est clair. Et le temps, c'est de l'argent. Dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de temps à perdre. Faut vite avancer. Ouais. Est-ce qu'on avait une dernière question avant de... Ben, moi, il y avait aussi un côté, parce qu'on le voit de plus en plus aussi avec des personnes qu'on interviewe qui sont femmes et qui sont mamans. Et du coup, toi, tu es devenue maman pendant cette expérience, enfin, pendant cette aventure d'IJO. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe aujourd'hui, cet équilibre pro-perso qui est pas facile à trouver? Ouais. Effectivement, c'est pas facile. Enfin, ça demande de faire pas mal de concessions sur le reste. C'est-à-dire que mes top prios, c'est voir mon fils et le développement de Dijon. Ça laisse moins de place pour la vie sociale, d'autres choses. Mais c'est possible, hein. De toute façon, qui peut le plus peut le moins. Tout est une question d'organisation avant tout. C'est le plus important. Après, nous, on a des horaires, encore une fois, qui sont hyper. Enfin, on travaille pas jusqu'à 22 heures tous les soirs et c'est important pour nous. Aujourd'hui, dans l'équipe Dijon, on a 2 jours de télétravail par semaine. On travaille pas le vendredi après-midi. On a quand même une flexibilité qui est cool. Après, oui, forcément, c'est pas facile. Heureusement, avec Lisa, on est, comme on disait, interchangeable justement. Ouais. Personne n'est irremplaçable, donc on peut partir je suis partie en congé mat pendant 4 mois. Hein, et Lisa a toujours à ce moment-là avec la petite équipe qui était présente à ce moment-là. Donc c'est un choix. L'essentiel avant tout, c'est d'être aligné avec son associé, c'est de se dire est-ce que c'est ok, est-ce que ça la dérange pas. Enfin voilà, c'est important de se dire les choses et s'il y a un doute, trouver une organisation pour pallier ça au moment où la personne doit être un petit peu plus en retrait. Et après dans la daily life, comme n'importe quel parent, hein, les enfants c'est intense, mais ça se fait très bien après. J'ai la chance d'avoir une belle maman à la retraite qui est assez présente pour m'aider. Voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est pratique. Ouais, c'est vrai que ça, c'est... Je trouve que c'est beau de voir qu'on peut concilier les deux. Je sais que c'est jamais une question qu'on pose aux hommes. On leur demande pas genre comment toi tu gères ton quotidien avec ton gamin. On le pose souvent aux femmes. Ouais. Mais je trouve que on a, via ce podcast, rencontré pas mal de personnes qui se sont lancées et qui, au bout d'1 an, 2 ans d'activité, sont tombées enceintes, ont eu un gamin. Et tu te dis, mais waouh, c'est beau, c'est ouf. Et c'est clairement faisable parce qu'on sait qu'il y a quand même, ok, on pose pas cette question aux hommes, mais pour les femmes, ça représente quand même un changement physique, un changement mental, une charge mentale plus conséquente aussi. Donc, je trouve que c'est beau de voir qu'il y a autant de femmes qui lancent des boîtes de fous et qui concilient une vie de famille, une belle vie de famille, quoi. Oui, donc, voilà, je trouve ça trop beau. Après, on est plus résistante, notamment à la douleur que nos homologues masculins. Mais non, il faut... de toute façon, si on se pose toujours la question pour avoir un enfant, on le fait jamais, parce qu'il n'y a jamais le bon moment. Mais bon, c'est sûr que c'est pas facile. Hein. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très dur la première année. J'étais très fatiguée. J'ai une grossesse compliquée où j'étais très malade. C'est sûr qu'il fallait accepter d'être un peu moins. Et je l'ai pas très bien vécu sur le coup, en toute transparence. Et là, je suis enceinte du 2e, et cette fois-ci, je le vis bien mieux parce que je me suis mieux organisée.
je délègue plus, je priorise plus, ce qu'on disait un petit peu au début du podcast. Et du coup, j'ai pas l'impression d'être moins efficace. En revanche, je me concentre sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Et du coup, je culpabilise pas de me dire, ah, bah mince, je fais pas les colis ou je fais pas des trucs qui servent à rien en fait. Enfin, qui servent à rien. Si ça sert de faire les colis, mais c'est pas mon rôle. Oui, oui, oui. Oui, au final, ça te force finalement de t'organiser différemment et ça t'apprend encore plus aussi dans ton rôle d'entrepreneur et de manager d'une équipe aussi bah, t'as pas vraiment le choix, quoi. Au niveau de la fatigue et tout, comme tu dis, t'es un peu obligé à un moment donné de faire les choses différemment, donc c'est bien. Oui, et nous, on doit changer de paradigme parce qu'en fait, quand on a été habitué à pas dépenser son argent parce qu'on n'en a pas à tout faire soi-même, c'est difficile aussi de passer dans l'autre extrême. Maintenant, on fait bah, pas mal de croissance, on est rentable. Et donc maintenant, il faut qu'on apprenne plus à investir, à faire des projets de grande envergure. Et ça, c'est pas forcément facile de changer. C'est aussi rassurant de faire des petits trucs qu'on sait faire sans sortir de sa zone de confort, sans se dire bah faut que j'apprenne à faire un nouveau truc et ça faut que je le délègue. Donc c'est pas facile non plus. Non, c'est c'est clair. Ouais. Nous, à titre personnel, on trouve ça hyper dur de déléguer, hyper dur de lâcher prise parce que voilà, et ça revient un petit peu à la question que je te posais tout à l'heure, vu que vous avez tout commencé à deux, le fait de déléguer, de pouvoir dire, ok, bah, je te donne le bébé et surtout, bah, par exemple, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui est, même si c'est pour une marque, ça reste relativement personnel parce qu'en plus, la marque a été créée à partir d'une expérience qui était la tienne aussi. Donc, c'est dur de passer le bâton un petit peu et de continuer à quand même chapeauter un petit peu, mais à laisser les gens un petit peu faire. Et c'est vrai que, bon, après, c'est le but de l'entrepreneuriat aussi, c'est que ton rôle à toi aussi évolue constamment et il faut savoir s'adapter et persévérer, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Le management, c'est plus difficile parce qu'il il faut accepter de passer le relais. Et nous, au début, quand on a commencé à passer Instagram, bah, faut pas être dans le micromanagement. Faut pas dire à la personne, tout ce que tu aurais fait, c'était toi qui avais fait les réseaux, parce qu'il faut accepter que c'est une personne différente, qu'elle aura un peu sa patte, donc il faut lui donner un objectif. Et tu peux pas refaire avec elle et être dans le micromanagement, parce que déjà tu perds du temps, c'est pas constructif pour la personne parce qu'elle n'est pas responsabilisée. On va faire assez attention à ça parce que bah, quand on délègue, il faut être prêt à le faire et il faut le faire pour de vrai. Mais si c'est pour derrière faire 50 000 retours à la personne tout le temps et pas lui donner des guidelines précises, bah, au final personne ne progresse et il n'y a pas trop de bien-être et d'épanouissement là-dedans. Ouais, c'est vrai. Et justement, sur cette partie management, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que c'est un peu les deux ensemble? Parce que tu dis, il y a beaucoup de choses que vous faites ensemble. Est-ce que vous le faites ensemble, ça? Comment est-ce que vous gérez un petit peu ces équipes? Comment vous les responsabilisez à tous? Ouais, alors chacun a un référent dans l'équipe, donc c'est soit Lisa, soit moi, avec qui on fait des points hebdo. Donc toutes les semaines, on fait un peu un suivi d'émissions, comment ça va, est-ce qu'il y a des retours, pour suivre un peu l'évolution des chantiers. Donc ça, c'est la principale chose de management qu'on fait, et donner des objectifs précis. Pour que les personnes elles sachent ce qu'elles doivent aller chercher, sur quoi elles doivent se concentrer, si elles veulent qu'on valorise leur travail. Parce que parfois, surtout quand on a des juniors, ils savent pas trop aussi où mettre leurs efforts, où prioriser. Et donc ça, il faut que ce soit très clair pour eux de se dire... par exemple, nous, là, on attend d'une de nos juniors qu'elle monte en compétence sur le sujet réglementation. Elle pourrait passer plus de temps à faire des vidéos sur Instagram ou j'en sais rien. Mais nous, ce qu'on attend d'elle, c'est vraiment sa montée en compétence sur la réglementation. Donc, il faut que ce soit clair dans les points, les objectifs qu'on lui communique, de lui dire, nous, on va valoriser si tu progresses sur ce domaine-là. Et même si à côté, tu fais 50 reels sur Instagram, je raconte n'importe quoi, mais c'est pour donner un peu un exemple, ça va pas rentrer dans notre grille d'évaluation qui va te permettre de donner une promotion. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on construit la team comme ça en créant des expertises pour chacun. Après, en général, on essaie de ça en match avec leurs appétences personnelles pour que chacun puisse être dans un domaine qui l'intéresse et progresser. Mais il faut vraiment avoir des objectifs clairs et nous, on essaie vraiment de le mettre en place. Ça nous prend du temps et on le fait toujours avec un peu de retard, mais c'est super important parce que pour le coup, c'est génial d'être entrepreneur parce qu'on travaille pour soi, mais quand on est salarié, on vend son temps à quelqu'un d'autre. Donc, il faut quand même y trouver son intérêt aussi personnel, de développement, de perspective de promotion, d'épanouissement. Donc, c'est hyper important.
Ouais, prendre le temps de prendre leur retour aussi sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment un peu moins faire et effectivement de voir ce dans quoi ils sont bons et de les orienter un peu plus vers là où ils vont eux aussi avoir une vraie valeur ajoutée sur l'émission, quoi. Donc, ouais. Et surtout, les premiers salariés, c'est ceux qui sont vraiment stratégiques. C'est ceux qui vont vous incarner quand après vous allez agrandir l'équipe en dessous. C'est vos cadres dirigeants. Et du coup, c'est avec eux, enfin, je sais pas, c'est 5, 6 premières personnes, c'est avec eux qu'il faut passer du temps, il faut leur faire passer votre mindset, qui vous voulez que Dijon soit ou votre entreprise. Enfin, c'est vraiment le moment où il faut le plus investir en management, c'est au début avec ses premiers CDI. Oui, réussir à bien faire passer son message aussi et les valeurs que vous avez toutes les deux, effectivement, aux premières personnes et ça va découler sur les autres, quoi. Ouais, absolument. Très important. On arrive un petit peu vers la fin de cet épisode, mais on a 2 questions pour toi avant qu'on se quitte. La première, c'est est-ce que tu as une ressource à partager avec les personnes qui nous écoutent? Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être quelque chose une personne qui toi t'inspire ou t'a inspiré. Je recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent avoir plusieurs projets de lire le livre La 25e heure, justement pour s'organiser. Ça permet de prendre de recul et ça permet de comprendre comment prioriser. Ça a été game changer pour moi dans l'organisation de mon emploi du temps et m'organiser avec mon enfant aussi, ça m'a bien aidé. Donc je recommande, c'est un tout petit livre qui se lit même pas en une semaine à faire. Très bien. On va le commander pour nous. Ouais, c'est bien pour nous aussi parce que c'est une question qu'on pose souvent et du coup toutes les ressources qui nous sont données sur l'organisation, sur le développement perso et tout, on est là, ok, on va le lire aussi. Non mais super. Bah écoute, merci. On le mettra en description pour les personnes qui veulent retrouver le livre. Et puis dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup à toi, à Lisa et à Dijon? Notre rêve ultime, c'est un jour d'ouvrir notre restaurant avec que des recettes bonnes pour le microbiote et bonnes pour le ventre. Après, je sais pas si on y arrivera tout de suite, mais à terme, c'est vraiment, je crois que notre projet coup de cœur, ce qu'on aimerait faire, c'est ça. C'est pouvoir accueillir les gens dans un lieu convivial où on peut montrer que c'est possible de manger sain et gourmand en même temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils nous disent souvent non, mais pour avoir un microbiote en bonne santé, il faut manger que du quinoa et faire 10 heures de yoga par semaine. Non, c'est pas vrai. Tout est une question d'équilibre et surtout, c'est possible de manger sain et que ce soit bon et gourmand. Et c'est vraiment une mission qu'on aimerait mener à bout un jour. Génial. Super. Ouais, c'est un super projet. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas et en tout cas, si ce resto existe, quand il existera, on sera les premières clientes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours, ton expérience. Ouais, qui est hyper inspirant et on mettra du coup en description aussi le lien vers ton compte, vers le site et vers le compte Dijon aussi pour que les personnes puissent retrouver Dijon un peu partout. Voilà. Merci à toi. Beaucoup, les filles. Merci. Ciao. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine.